Regardez bien ces images, elles sont stupéfiantes. On les doit à Philippe Merville du service de communication de la SNCF côte à côte, sur un viaduc enjambant la Moselle, sur la nouvelle ligne TGV Est, l'ancêtre, 1854, la Crampton, la première machine de vitesse des chemins de fer, disons français, du réseau de l'Est, Paris-Strasbourg. Et juste à côté, la dernière née, la rame poste du TGV Est européen. 150 ans de progrès technique séparent ces deux engins. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que tous les deux roulent et utilisent le même principe, à savoir le chemin de fer, la voie ferrée. À savoir, vous avez ces deux fils de rails reposant sur les traverses et sur un lit de ballast. Ah, avouez, c'est une formidable invention. Mais au fait, y a-t-il eu un inventeur du chemin de fer? Alors nous avons interrogé d'autres historiens des chemins de fer, Clive Lemming. Eh bien non. C'est une lente évolution technique, une lente maturation qui a pris des siècles, qui démarre à peu près au Moyen-Âge, car le problème de l'homme, ça a toujours été de transporter le maximum de charge avec le minimum d'effort. Donc, au Moyen-Âge, on voit des chariots en bois roulant sur des roues en bois, roulant sur des planches. Des planches pourquoi? Eh bien pour répartir la charge et éviter, il n'y avait pas le macadam à l'époque, de s'enliser dans des fondrières. Puis la technique s'est un peu perfectionnée, on a remplacé les planches de bois par des poutres en bois. Et oui, ça c'était le début de la fonction guidage. Et la roue était munie d'une gorge et en quelque sorte était à cheval sur cet ancêtre du rail. Seulement ce système ne permettait pas, je voudrais dire, de changer de voie, de prendre ce qu'on appelle aujourd'hui des aiguillages. Et qui a eu l'idée, comment cela s'est-il fait, on ne le sait pas, mais on a supprimé l'un des épaulements de la roue, d'abord curieusement à l'intérieur puis à l'extérieur, et voilà, ça y est, on commençait à voir le guidage. Mais le véritable tournant a été pris au XVIIIe siècle avec le développement des mines qui nécessitaient précisément de transporter de lourdes charges poussées par des hommes ou tirées par des chevaux. Et c'était des wagonnets roulant sur des longerines en fonte, des barres de fonte. On en trouve d'ailleurs des vestiges dans des villages dans le nord de l'Écosse ou encore dans le Pays de Galles. La fonte, pourquoi? Parce que c'était le seul matériau moderne de l'époque utilisable. Il a fallu attendre l'invention du convertisseur Bessemer pour transformer la fonte en acier, beaucoup plus ductile, malléable, et avec le laminoir, on a fabriqué des profilés, des poutres, et ça y est, le rail était né. Restait encore un problème à résoudre, c'est celui de la traction hippomobile. C'était pas suffisant. Et ça a encore été un autre trait de génie de l'homme, et on le doit aux Anglais, à Richard Trevithick en 1803. L'idée de mettre une machine à vapeur, sur un chariot, pour propulser ce chariot. Ça y est, la locomotive était née. Et donc, d'un seul coup, l'humanité a fait un bond spectaculaire, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer 1 ou 2 tonnes à ce que faisait un cheval, on est passé à la dizaine, puis à la centaine de tonnes. Ça y est, le chemin de fer était lancé. Et la première ligne de chemin de fer, c'est Stockton-Darlington, 1825, toujours en Angleterre, une ligne spécialisée dans le transport du charbon de la mine, jusqu'à la rivière, où là, il y avait des barges qui emmenait le charbon sur les lieux d'exploitation. Et d'ailleurs en France, la première ligne de chemin de fer, c'est Saint-Étienne-Andrézieux, toujours dans le même but du lieu d'extraction du charbon à la rivière, qui était le seul moyen de transport lourd encore de l'époque. Donc, voilà la lente évolution du chemin de fer, mais toujours avec le même principe, celui de la voie ferrée. Vous en avez ici un magnifique exemple, nous nous trouvons dans la zone fret à La Chapelle, qui nous a très gentiment accueillis, d'où cette tenue de sécurité obligatoire. Donc ce DVD est consacré à la voie ferrée. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film Chemin de traverse. Nous sommes dans les années 50. La SNCF tente de se relever très rapidement des destructions de la guerre. Elle a besoin de 20 millions de traverses, autrement dit de beaucoup de bois. Où le trouver? Dans les forêts françaises? Difficile. Eh bien non, en Corse, dans les magnifiques forêts de Hêtres au nord de Propriano. Et là, on a mis en place un système d'exploitation. Depuis la zone d'abattage jusqu'au port, on a installé, vous allez le voir, des lignes spéciales de téléphérique. Sur le port de Propriano, on a installé une scierie. Et pourquoi une scierie sur le port? Parce que les traverses, il fallait les embarquer sur des bateaux pour traverser la Méditerranée. Et ce qui est étonnant dans ce film noir et blanc, c'est une anthologie des moyens d'abattage de l'époque, des moyens de fabrication, mais également des images de la Corse des années 50. À voir et à revoir.
4 bonus. Premier bonus, le matériel, de fer et de pierre. Autrement dit, le développement des ce qu'on appelait les barres longues, des rails soudés. Ben oui, pour éviter le toc-toc des barres de 18 mètres, eh bien, on a eu l'idée de souder les rails bout à bout dans de longues portions et puis d'inventer les joints en sifflet pour la dilatation. Deuxième bonus, comment ça marche? Eh oui, comment ça marche? La voie ferrée, vous allez le voir, nous l'avons enregistrée à l'aide des magnifiques maquettes d'Alain Prat. Troisième bonus, des idées d'avance. Le ballast au grain près. Eh oui, le ballast, quelle formidable invention, qui est toujours d'actualité, puisque le record du monde de vitesse s'est fait non pas sur une voie reposant sur du béton, mais sur une voie ballastée. Et ce que l'on redoutait tant ne s'est pas produit, c'est-à-dire que le ballast ne s'est pas soulevé, n'a pas été arraché. Et il existe aujourd'hui une science du ballast où des études sont menées par des universitaires pour voir comment les grains frottent les uns après les autres, de façon à maintenir à la fois la cohésion, mais également la souplesse. Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier, et oui, méconnu. Il y a des gens, les traceurs de voies, il y a des gens qui tracent les lignes, et notamment avec les nouvelles lignes pour le TGV. La sirène du bateau me sortit de mon rêve. Et la transition avec la réalité fut douce, puisque nous étions en vue d'Ajaccio. Capitale de l'île, Ajaccio fut fondée, dit-on, par Ajax, le héros de la guerre de Troie. Mais pour les Corses, c'est désormais la ville vénérée, car c'est entre les murs d'une de ces modestes maisons que naquit, l'année même où leur pays devenait français, Napoléon Bonaparte. Ainsi, voilà dans ces grandes lignes l'histoire de cette terre qui, lors de la dernière guerre, connut encore l'invasion, et sur laquelle je venais de débarquer pour y exercer mes talents de reporter. C'est donc avec un certain enthousiasme, mêlé de la joie puérile du potache en vacances, que je pris vers le sud la direction de Propriano, petit port de la côte occidentale, siège de l'exploitation forestière que j'allais visiter. Après un court voyage par la route interminablement sinueuse, j'arrivais bientôt à destination. À la descente du car qui m'avait amené dans la petite cité noyée de soleil, j'avisai un vieil originaire du pays qui se faisait véhiculer dans un vétuste équipage et lorsque je l'arrêtais pour lui demander mon chemin, j'eus l'impression d'interrompre sa sieste. Enfin, j'arrivai à la direction de la régie de l'exploitation forestière de la SNCF, m'enfonçant résolument dans une brume de poussière dorée, digne des meilleurs westerns américains. Accueil cordial du directeur et du représentant de la SNCF. Présentation rapide. Explication du but de ma visite. Penché sur une carte, je commençais à m'instruire des éléments de mon reportage en écoutant le directeur. Mon cher monsieur, me dit-il, nos divers chantiers d'abattage, situés dans la partie centrale de la Corse, couvrent une superficie d'environ 12 000 hectares, à peu près la moitié de Paris.
Ce pays possède une inestimable richesse, ses forêts. Celles de Valdoniello et d'Aitone, autour du col du Vergio, un des plus élevés du territoire, celles de Tartagine, de Vizzavona et d'autres encore. On y rencontre le pin maritime et sylvestre et le magnifique laricio, des châtaigniers touffus, le chêne vert et l'eucalyptus. Mais c'est surtout le hêtre qui présente un intérêt pour la fabrication des traverses de chemin de fer. On le trouve en assez grande abondance sur les cimes boisées qui s'étendent entre le col de Verde, près du Monte Terrenoso, à 2357 mètres, et le col de la Vacchia, au sud-ouest de l'Incudine, 2136 mètres, deux des plus hauts sommets de l'épine dorsale corse. Mais l'exploitation en montagne soulève de grosses difficultés. L'accès des coupes n'est pas facile. Pas de chemin, quelques sentiers muletiers à peine tracés, abrupts et malaisés, serpentant sur les hautes futaies ou à travers d'arides plateaux. Ah, à ce propos, je dois vous prévenir que vous aurez à subir un voyage de plusieurs heures à dos de mulet dans cette contrée que nous allons visiter. Je certifiais sur le champ que ce mode de transport m'était familier, ce que je faisais d'ailleurs sans grande conviction personnelle. Enfin, tant pis. Le sort en est jeté. Au lendemain de mon arrivée, mes hôtes me conduisirent à Zicavo, village situé à une 60aine de kilomètres au nord-est de Propriano, où se tient le PC de l'exploitation en haute montagne. Il ne faut évidemment pas être un novice pour se permettre de conduire sur les routes corses qui n'ont rien de l'autostrade. Et ce n'est pas sans quelque appréhension que l'on voit tout à coup dans un virage surgir devant soi le nez d'un camion. Et la route n'est vraiment pas large. Après un voyage sans incident, nous arrivâmes en vue de Zicavo, bâti en étage au flanc de la montagne, le long de la vallée du Tarave. Quelques heures plus tard, nous reprenions la route. Oh, pas pour longtemps, car ayant changé le mode de transport, je me rendis vite compte qu'il ne s'agissait plus pour moi de me faire véhiculer en touriste, mais que j'étais pour quelque chose dans la direction et la stabilité de ma monture. Et c'est avec une petite pointe d'émotion et en serrant les genoux que je vis notre petit groupe s'engager à l'assaut d'un raidillon rocailleux. Cavaliers accomplis, mes compagnons caracolaient joyeusement sur un plateau aride, et moi, au pas lent de ma mule, qui ce jour-là n'avait pas envie de se détendre, ça valait peut-être mieux d'ailleurs, je me vis bientôt distancé par la caravane. Perdu. J'étais perdu et planté là, solitaire, au beau milieu de cette nature que je commençais à ne plus trouver à mon goût. Jugeant la pause terminée,
Et se souciant peu de mon infortune, ma monture soudainement se mit en marche, et je pris immédiatement le parti de la suivre, pensant que son instinct me remettrait sur le bon chemin. Bien m'en prit, car quelques instants plus tard, nous faisions, l'un suivant l'autre, une arrivée très remarquée au camp de haute montagne, terme de notre équipée. Remis de mes émotions, j'allais entrer maintenant dans le vif de mon sujet, en assistant à l'opération préliminaire de toute exploitation forestière, le martelage. Les bois à abattre sont désignés par l'administration des eaux et forêts au moyen d'une marque spéciale frappée sur le tronc et sur la souche. Cette dernière restant la preuve de l'autorisation d'abattage. La parole maintenant, si j'ose dire, est à la cognée, et je me tairai enfin pour me souvenir encore de ces coups secs et rythmés qui coupent la vie. Ainsi meurent, dans une dernière plainte et un éclaboussement de feuilles qui scintillent au soleil, les arbres condamnés, lançant aux échos de la forêt le bruit sonore de leur chute. Après avoir été branchés et sciés en tronçons les rendant propres au transport, les arbres ainsi débités sont cubés et frappés de la date et des initiales SNCF. Au feu! Ce cri, le plus redouté des travailleurs de la forêt, vient de retentir. En effet, une fumée s'échappe d'une forêt voisine. Pas un instant à perdre. Immédiatement, tous s'arrêtent sur les chantiers. Et tous se rendent sur les lieux du sinistre combattre leur pire ennemi, le feu. Il faut, coûte que coûte, barrer la route au fléau qui s'étend avec rapidité et menace les installations de notre exploitation.
Après plusieurs heures d'efforts, tout danger grave paraît écarté. Il était temps. Déjà quelques flammes avaient léché les constructions légères des téléphériques servant au transport des grumes. On a eu chaud, c'est le cas de le dire, car aucun n'a ménagé sa peine ni son courage. Mais malgré cela, le terrible feu a eu le temps de faire des ravages. Tout danger définitivement écarté, le travail reprend. Au moment de la tragique diversion de l'incendie, je m'apprêtais à assister au débuscage, qui consiste à dégager les troncs. Et c'est à partir de ce moment que commence la particularité la plus rude de l'exploitation en montagne, le transport, car de nombreuses manipulations sont nécessaires avant d'atteindre la scierie. Quant aux modes de traction, ils sont des plus divers et des plus surprenants pour un profane. Des bœufs graves et lents, qui font penser à quelque histoire de roi fainéant, traînent sans hâte l'agrume sur la piste accidentée. Plus loin, des mulets nerveux aux pieds sûrs sont employés et font joyeusement teinter leur sanaille dans les sous-bois. Irrésistiblement tirés par le câble d'un tracteur Caterpillar, ces troncs sont dégagés sans autre intervention humaine. Ces puissants engins se faufilent, hésitent, pivotent, se dressent sur les obstacles du chaotique parcours et leurs conducteurs doivent souvent faire preuve de réelles qualités acrobatiques. Les nombreuses difficultés d'accès et d'approvisionnement de cette région ont créé l'obligation de tout amener sur place afin de pourvoir à la subsistance et aux besoins des travailleurs de la forêt. Pendant de longs mois, rares sont ceux qui quitteront les lieux de leurs occupations. Aussi, dans ces modestes cabanes, tout est prévu pour la nourriture et le délassement nécessaire à la rude existence des bûcherons. Afin de ne pas faire perdre de temps aux équipes dont le lieu de travail est assez éloigné du camp, le cuistot va porter les repas sur place. Tels les membres d'un état-major étudiant un plan de campagne, mes hôtes et le directeur de l'exploitation m'instruisent maintenant sur l'opération qu'ils appellent le téléphérage.
Installés en divers points stratégiques de l'exploitation, des téléphériques descendent les grumes sur les points de chargement, d'où elles seront acheminées par camion vers les scieries. Avec leur réseau de lignes principales et secondaires pénétrant le plus loin possible dans les coupes, ils couvrent au total une distance impressionnante de 90 km, ce qui représente l'utilisation de 360 km de câbles, porteurs et tracteurs. Ils desservent 11 stations bases de chargement. Cerutti, Catrespello, Vallemala, Torto Piccolo sont leurs noms les plus pittoresques. Tout comme les pistes et l'aménagement des camps, la construction de ces téléphériques fut réalisée par les services de la régie. Tout était à faire et tout a été fait avec des moyens de fortune. Et je restais admiratif devant l'effort courageux dépensé pour frayer un passage dans cette forêt presque vierge à ces câbles soutenus par de robustes pylônes et devant toutes ces installations rustiques indispensables à la vie de l'exploitation. À l'issue de cette conférence en plein air, mes compagnons décidèrent de m'initier au principe du téléphérage des bois et de me montrer en particulier le travail du câble 2 qui, avec ses 26 km franchissant monts et vallées, achemine les grumes vers les stations basses. En général, ces téléphériques travaillent par gravité, les grumes étant entraînées par leur propre poids. Dans certains cas, lorsqu'il s'agit de franchir une contrepente, un moteur est nécessaire. C'est grâce à ces dispositifs que l'on fait franchir au bois des dénivellations de l'ordre de 5 à 600 mètres et effectuer des passages dans le vide à plus de 300 mètres au-dessus des vallées. Installée sur un plateau, terminus de 3 câbles descendant de la montagne, une station intermédiaire faisant office de gare régulatrice reçoit les grumes qui, de là, seront dirigées en un dernier voyage aérien vers la station basse de chargement. Ayant émis la prétention de suivre la grume durant sa course dans l'espace, afin de parfaire mon reportage, n'est-ce pas, on me fit comprendre, aimablement mais énergiquement, que ceci n'était pas une installation touristique et que ce moyen de transport était uniquement réservé aux seules billes de bois. Accompagné du chef de l'exploitation, je dus donc me contenter de mes jambes.
Après plusieurs heures de marche en suivant, autant que faire se pouvait, le trajet du câble 2, nous arrivâmes au chargeoir de la station basse. 180 à 200 tonnes de bois sont ainsi descendues chaque jour par les différents téléphériques, principaux et secondaires, grâce aux efforts, à l'esprit d'organisation et aussi à la résistance physique à toute épreuve de tous. Rapidement, les grumes sont libérées de leurs chariots porteurs et précipitées sur le chantier, où une grue les prendra pour les déposer sur camion. Par un ingénieux système de rails semi-circulaires, les chariots porteurs sont renvoyés vers la montée sur le câble de retour. La situation de certains chargeoirs interdit les installations aussi complètes, tel celui du col de Verde, qui, s'il a l'avantage d'être à proximité d'un chantier d'abattage en pleine forêt, ne permet pas d'amener de gros matériel. C'est à la sapie et à bras qu'il faut charger. De plus, un seul camion à la fois peut accéder à la plateforme, construite avec des éléments de fortune pris sur place. Et puis voici le transport, car lorsque le camion est chargé, un rude chemin reste encore à parcourir. L'unique route accédant à Verde est suffisamment étroite pour rendre les croisements entre camions des plus acrobatiques, comme j'allais plus loin pouvoir m'en rendre compte. La diversité des points d'exploitation et le relief de ce pays ne permettant pas l'installation de scieries en forêt, il fut décidé de construire celle-ci au port d'embarquement situé à Propriano, à plus de 65 km de Zigao. Ah, voilà le moment difficile. Là, ça y est. Une soixantaine de kilomètres, disais-je. Oh mon Dieu, une petite heure, répondra l'automobiliste non averti des routes corses. Ouais, eh ben faites comme moi. J'avais déjà l'expérience de mon voyage d'aller, mais celui que j'entreprenais maintenant, à bord d'un camion chargé de 8 tonnes de bois sur une route, si l'on peut dire, à peine plus large que le véhicule, m'édifia définitivement sur les qualités que doivent posséder les conducteurs et sur la robustesse du matériel. Et puis songez donc, 500 virages à absorber pendant les 3 heures que dure le trajet. Aussi, possédant un instinct de conservation assez prononcé, je me contentais de regarder sans trop importuner par d'insidieuses questions mon chauffeur, que je voyais manœuvrant constamment le volant, les yeux rivés à la route, malgré sa très grande habitude du parcours. Venant des différents chargeoirs échelonnés sur le bord de la route, il arrive que les camions forment parfois un petit convoi qui vient troubler la tranquillité d'un troupeau de chevaux paissant librement sur les hauteurs du col de la Vaque. Et nous voici sur l'autre versant du col. Belle descente enlacée d'une dizaine de kilomètres dans une nature aride et désertique, peuplée de chèvres, prospectant inlassablement le terrain en vue de quelques nourritures, toutes problématiques. Malheur au couvre-chef d'un touriste coiffé de paille qui s'endormirait dans ce site sauvage. Enfin, nous retrouvons Propriano. Au fond du golfe de Balinco, à proximité du petit port, s'étendent les scieries et le parc de stockage de l'exploitation.
notre petit convoi arrive sur l'aire de déchargement des scieries, où les camions vont être rapidement vidés de leur fardeau. Aussitôt libérés de leur charge, chauffeurs et camions, après s'être l'un et l'autre ravitaillés, vont reprendre le chemin de la montagne. Un atelier de réparation, entièrement construit par les soins de la régie, pourvoit soigneusement au remplacement des pièces usées ou cassées, à la fourniture des pneus spéciaux Michelin métalliques, qui équipent les roues des quelques 20 camions utilisés. Tout ceci afin de ne point interrompre le rythme de l'immense chaîne sans fin qui, comme une noria, tourne inlassablement. On a dû aussi, pour écarter tout danger d'accident grave, prévoir 2 itinéraires sur la plus grande partie du parcours. L'un montant pour les camions vides, l'autre descendant pour les véhicules chargés. Il y a vraiment des endroits qui justifient cette précaution. L'entraide est nécessaire en cas d'ennui technique, car chacun sait que si aujourd'hui tout va bien pour soi, de quoi demain sera-t-il fait ? Cependant que se continue la ronde bruyante des camions alimentant constamment l'appétit vorace du chantier de sciage, sur celui-ci, les grumes déchargées sont aussitôt débitées à la scie portative électrique à la longueur convenable de 2,60 m pour la fabrication des traverses. Conduit par le directeur de l'exploitation qui confia mon inexpérience à la compétence du chef d'atelier, j'allais ainsi assister à la naissance d'un des éléments essentiels à la vie du chemin de fer, la traverse en bois. Comme je m'étonnais que l'on pût faire avec ce billon difforme quelque chose de droit, on me fit voir que l'adresse de l'ouvrier consiste à faire, en 4 coups de scie et avec le minimum de perte, une traverse de bon aspect. Mordant le bois et crachant la sûre pendant près de 17 heures par jour, les scies doivent subir de fréquents affûtages. Aussi a-t-on installé à proximité un atelier pour la rénovation de leurs dents fatiguées. Quatre allers-retours et parmi 100 000 autres, une traverse vanette.
Et voilà, ça n'est pas plus difficile que ça. Oui, peut-être, mais essayez donc d'en faire autant. Quant à moi, j'ai pas osé. Un contrôleur de la SNCF reconnaît les traverses, les classe par choix. Ainsi, plus de 1000 unités sortent chaque jour des 7 bancs de sillage mécanique de Propriano. Premier contact avec le rail, dont elles seront bientôt les inséparables compagnes, les traverses sont dirigées vers le parc de stockage, où elles vont une dernière fois s'exposer au soleil qui les a vues naître. En attendant l'embarquement qui les conduira sur le continent, elles sont soigneusement empilées et resteront ainsi quelques mois afin d'être parfaitement asséchées de leur sève. Rien n'est perdu. Les sous-produits et déchets sont stockés eux aussi. Et si les uns fournissent, après carbonisation, un excellent charbon de bois, les autres serviront à faire de solides planches ou des lames de parquet. Et maintenant, comme tout a une fin, il faut parler du départ. Accostés au quai du Petit Port, 2 cargos sont en cours de chargement. 4 ou 5 fois par mois, ils viennent prendre leur cargaison de traverses pour les emmener vers le continent. Rangés avec soin dans la cale des petits bateaux, plusieurs milliers de traverses y trouvent place. Quittant pour toujours le pays qui les a vues naître, les grandes forêts où elles furent bercées par les vents, elles vont maintenant, suivant leur destinée, constituer avec le rail les grands chemins de traverse que sont les lignes de chemin de fer. Il n'est pas de bons amis qui ne se quittent, dit-on souvent. Une dernière poignée de main, et j'embarquai à bord de l'Olga, ayant tenu à accompagner pendant son dernier grand voyage le principal sujet de mon reportage, les traverses de chemin de fer. Dans le soir qui tombait, je me plus à imaginer 2 hommes qui, dans un geste de la main, tiraient adieu au petit bateau en portant dans ses flancs le fruit de toute une organisation faite de la patience, du courage et de la ténacité de tous.
l'homme a su tirer de la terre de quoi satisfaire les besoins nés de son ingéniosité, le fer, le bois, la pierre. Du fer, tout d'abord, élaboré dans les marmites du diable, affiné par l'oxygène, coulé, pressé, étiré, laminé, profilé d'acier, base de la voie ferrée, le rail. Redressé, refroidi, il est aussitôt ausculté. Un sondage à ultrasons remplace ici le stéthoscope du médecin et détecte d'éventuels défauts internes. Déclaré bon pour le service, il supportera durant sa vie un trafic de plus de 350 millions de tonnes sans fatigue notable. L'utilisation du bois comme support des rails est attribuée à Marc Séguin, inventeur de la chaudière tubulaire à vapeur. Il préconisa la substitution de traverses aux dés en maçonnerie ou en fonte, initialement adoptés. Du seul fait de sa position au niveau du sol, la voie constitue un milieu naturellement nuisible à une bonne conservation des matériaux. Pour leur assurer une plus grande longévité, ainsi que pour améliorer la stabilité de la voie, les traverses sont maintenant fabriquées en béton, suivant deux conceptions différentes. En béton armé, constitué de deux blochers reliés par une entretoise en acier. En béton précontraint monolithique. Ce béton est comprimé par des fils adhérents préalablement tendus. C'est le retour aux sources. On en revient, amélioré, aux dés de maçonnerie des débuts du chemin de fer.
formes et armatures sont définies, les caractéristiques du béton imposées. Il reste à contrôler la qualité du béton, du ferraillage, la mise en œuvre et le respect des dimensions. Le mariage de la traverse et du rail est assuré par des attaches élastiques. Posé sur une semelle de caoutchouc nervuré, le rail est fortement maintenu par une lame en acier ressort, elle-même boulonnée sur la traverse. Ainsi, le rail qui jouit d'une certaine liberté verticale n'a droit à aucun déplacement longitudinal par rapport à la traverse. Troisième élément de la voie ferrée, le ballast. Né du feu, sorti de terre à l'explosif, compressé par les traverses qu'il supporte, il s'oppose aux déplacements latéraux et longitudinaux de la voie et répartit les charges transmises par les circulations. La voie ferrée reste au fil des ans simple dans son principe et de robuste constitution. L'assemblage des rails par éclisses et boulons constitue un point faible, coûteux en entretien, source de fatigue pour le matériel roulant et désagréable pour le voyageur. Il n'y a donc que des avantages à les supprimer, mais il a fallu pour cela maîtriser un certain nombre de problèmes techniques. Sortant des aciéries par longueur de 36 mètres, les rails sont assemblés en deux temps. Tout d'abord, en atelier, par soudage électrique. Portés à la température convenable, par effet Joule, les extrémités des rails, pressées avec une force de 40 tonnes, sont soudées par forgeage à chaud. Ébarbée, dressée, meulée, la barre de 300 mètres est chargée sur une rame spéciale qui servira à son transport et à sa mise en place. Ensuite, en pleine voie, par soudure aluminothermique, on réalise des rails de longueur illimitée. En l'absence de joints, ces rails ne peuvent donc ni se dilater ni se raccourcir. Ils sont le siège de contraintes thermiques, de traction par temps froid, de compression en été. Ces contraintes restent cependant dans des limites admissibles si l'on prend la précaution de fixer sur les traverses les longs rails soudés à une température moyenne comprise entre 20 et 32 degrés Celsius. Les conditions atmosphériques étant aléatoires, on s'en affranchit en utilisant des appareils de chauffage. Les longs rails soudés sont immédiatement fixés aux traverses, puis on pose par soudure aluminothermique les joints isolants collés nécessaires au fonctionnement des installations de sécurité. Désormais, la voie constituée de rails de longueur illimitée, fixés sur les traverses, elles-mêmes ancrées dans le ballast, forme un tout rigide et indéformable. Depuis que leurs éléments sont assemblés au rail par soudage ou joints collés, les appareils de voie eux-mêmes ne sont plus une raison de rupture dans la continuité de la voie. Enfin,
L'amélioration de leur technologie autorise le franchissement de la branche déviée à des vitesses atteignant 220 km/h. L'utilisation exhaustive des possibilités de la voie ferrée moderne impose en contrepartie une surveillance rigoureuse de ses caractéristiques. Aussi contrôle-t-on périodiquement les défauts des rails aux ultrasons et la géométrie de la voie par enregistrement direct ou magnétique pour traitement ultérieur par calculatrice analogique. Ces opérations permettent de déterminer la dérive irréversible due au vieillissement de la voie et la dérive réversible que l'on peut corriger par la maintenance. Les machines utilisées, niveleuses et dresseuses, connaissent un perfectionnement constant qui améliore la vitesse de travail tout en fournissant une précision excellente. Lorsque la voie, après de nombreuses années de service, présente les signes d'un vieillissement irrémédiable, on procède à son remplacement complet, rails, traverses et ballast. Les machines perfectionnées, à avancement rapide, ont remplacé les hommes pour ce travail dangereux et pénible. Ainsi, la voie ferrée, par l'amélioration de la qualité de sa géométrie et l'organisation de son contrôle systématique, est tout à la fois apte à la circulation de trains de marchandises lourds et de trains de voyageurs à grande vitesse. Révolutionnaire au XIXe siècle, le chemin de fer, du seul fait de ses atouts, guidage et automatisation de la circulation, utilisation économe d'une énergie non polluante, faible emprise au sol, reste un moyen de transport d'avenir qui, sur les lignes nouvelles, inaugure l'ère des vitesses terrestres de l'ordre de 300 km/h. La voie ferrée, comment ça marche? On l'oublie trop souvent que le secret du chemin de fer réside, 1, dans la qualité, bien entendu, du matériel roulant, mais également, 2, dans la qualité de l'infrastructure, et que tous les efforts auxquels est soumis le matériel sont intégralement transmis à la voie ferrée, et donc à son ancrage sur sa sous-couche, sur son soubassement. Alors, petite explication. La voie ferrée, vous le savez, c'est l'essence même du chemin de fer. C'est essentiellement deux rails supportés par des traverses. En fait, vous allez le voir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus technique. Nous avons pris comme exemple ici, dans l'atelier d'Alain Prat, où nous nous trouvons, une maquette qui reproduit fidèlement une coupe de la voie à l'échelle 1,5 du TGV. Petite explication. D'abord, les rails. 2 fils de rails, 60 km, mais vous voyez tout de suite que ces rails ne sont pas parallèles, mais sont inclinés à 1/20. C'est sur ces rails que roulent les roues métalliques. Et la conicité de ces roues
n'est plus de 1/20e, mais pour la grande vitesse, on s'est aperçu que pour le meilleur contact au rail et la stabilité, il fallait que la pente soit de 1/40e. Un rail est composé, vous voyez, de 3 parties: le patin, l'âme et le champignon sur lequel roule la roue. Le rail repose sur des traverses, en fait on appelle ça des blochets en béton, par l'intermédiaire d'une semelle en caoutchouc de 9 mm d'épaisseur pour absorber les vibrations. Et le rail est fixé sur la traverse, disons le blochet en béton, non plus à l'aide de tire-fond que l'on vissait avant, mais vous voyez aujourd'hui à l'aide de crampons, ce qui est beaucoup plus facile à mettre et permet une grande automatisation de la pose. Pour maintenir l'écartement entre les deux rails, entre les deux blochets en béton, il y a à l'intérieur un profilé métallique, l'écartement étant de standard de 1,435 m. Ensuite, l'ensemble que vous voyez là repose non pas directement sur le sol, mais repose, et c'est là le génie, le trait de génie du chemin de fer à ses débuts, mais repose sur une couche de ballast qui est de 35 cm d'épaisseur dans le cas du TGV. Mais attention, ce ballast n'est pas pris au hasard, il est composé d'un mélange de 2 types de pierres judicieusement choisis, car regardez bien, il faut que les pierres soient très anguleuses pour faire 2 choses. Un matelas pour l'amortissement au passage de la rame, mais 2, exercer un coefficient d'amortissement par les frottements des pierres les unes sur les autres. Et curieusement, aujourd'hui, les recherches qui sont menées sur la stabilité du ballast, sa durée de vie dans le temps et sa capacité à résister aux efforts que procure le matériel nécessitent des recherches de mécanique très poussées qui sont effectuées en liaison avec le département recherche de la SNCF à l'université de Montpellier. Et on s'est aperçu par exemple que sur le TGV Sud-Est, ce ballast vieillissait moins bien que prévu, autrement dit que les grains s'arrondissaient, s'émoussaient, et que de fait le ballast n'avait plus sa souplesse, son coefficient d'amortissement qui est nécessaire pour la grande vitesse. Comme quoi, vous voyez, eh bien, derrière une simple voie ferrée, il se cache beaucoup de science. L'intérêt pour les milieux granulaires, ça date de mon enfance. Le sable qui coule m'a toujours fasciné et ça continue. Lorsqu'il s'agit du ballast, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de voir les cailloux. D'où l'importance d'une étude allant jusqu'au niveau du caillou individuel ou de la collection d'une dizaine ou d'une vingtaine ou d'un millier de cailloux. Le ballast, qui paraît quelque chose d'extrêmement simple, assez primaire, joue un rôle tout à fait essentiel dans le fonctionnement de l'infrastructure. Nous dépensons des sommes importantes pour entretenir la qualité géométrique de la voie. Nous sommes amenés également à procéder périodiquement au renouvellement de ce constituant qu'est le ballast. Et tout ce qui peut être fait pour en assurer une meilleure longévité et une meilleure tenue par rapport aux différentes fonctions qu'il assume, et disons donc quelque chose, je dirais, de tout à fait essentiel pour nous. C'est un matériau qu'on peut qualifier de magique. Quand nos collègues ferroviaires ont travaillé, ont essayé depuis 150 ans de mettre des formules de ballast, et bien finalement la meilleure formule a dû émerger à coup d'essais successifs. Donc il y a une sorte de sélection naturelle qui s'est faite et on a quelque chose d'extrêmement performant. Avec l'augmentation des vitesses, avec l'augmentation des charges dynamiques, on s'est aperçu qu'on ne maîtrisait pas complètement le fonctionnement de cette partie essentielle de l'infrastructure. On a donc lancé une recherche extrêmement ambitieuse pour mieux comprendre le rôle de chacun des cailloux. On s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, on ne savait pas tout sur le ballast. Ce qu'on espère, c'est mieux comprendre comment je dirais, le ballast, la voie, résiste au passage des circulations, y compris à grande vitesse. Comprendre les effets du bourrage et de voir un petit peu comment on peut avoir un bourrage plus efficace dans le temps et donc moins cher.
Le ballast, c'est la première couche qui supporte donc les efforts transmis par les traverses. Mais effectivement, on s'est rendu compte en regardant comment, par exemple, en regardant comment ça se passait quand on a renouvelé le ballast entre Paris et Lyon. On s'est rendu compte que les différentes zones après travail ne réagissaient pas de la même façon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est un système plus global, qui comprend les couches d'assises, sous-couches, couches de forme qui sont au-dessus du remblai, et que c'est le fonctionnement complet de tout ça qu'il faut comprendre. Le cœur, un petit peu le pivot de cette recherche, de cette compréhension, c'est le comportement du ballast, puisque c'est sur lui essentiellement que vont agir les responsables de la maintenance. C'est sur lui que va se faire la maintenance de la géométrie de la voie. Donc nous avons mené un certain nombre d'actions, notamment des mesures et des modélisations. Donc les mesures vont nous permettre de regarder directement sur la voie comment fonctionne tout cet ensemble, tout ce système voie plus plateforme plus véhicule, et d'essayer de comprendre un petit peu ces interactions et de relier les paramètres les uns aux autres. Tous les éléments qui constituent la voie interagissent entre eux. Et il est assez difficile de faire le diagnostic pour savoir si ça provient du ballast ou de la structure d'assises. Concrètement, pour tester le comportement à la fatigue des matériaux, nous avons testé sous un banc qui permet de simuler les charges et les vibrations émises par les circulations. Nous sollicitons une vraie structure et nous la sollicitons avec des cycles très importants qui représentent des dizaines d'années de vie de la structure pour voir quelles sont les déformations à long terme que l'on peut obtenir. Notre premier laboratoire, c'est la voie elle-même. Nous allons mesurer les propriétés de la voie elle-même, ses caractéristiques. Donc ça suppose des reconnaissances géotechniques, des reconnaissances de type sismique, des reconnaissances de type forage, des reconnaissances de type mesure de raideur, mesure des propriétés de la voie, et puis des mesures de son comportement au passage des trains. Donc on va mesurer des accélérations, on va mesurer des pressions dans le sol ou dans les structures d'assises, on va mesurer des déflexions, des déformations de la voie. On ne voit pas, quand on fait des essais, quels sont les efforts qui passent au niveau de chacun de ces cailloux. On ne peut pas mesurer sur chacune des arêtes ou chacune des faces les contraintes et les efforts qui passent, alors qu'on a des indications avec les modèles sur toutes les forces ou toutes les accélérations qu'ont eu ces cailloux. Nous avons essayé de comprendre les origines du tassement qui a lieu dans le ballast. Alors, on a essayé de le comprendre en faisant des expériences originales, donc soit à échelle 1, soit à échelle réduite, en l'occurrence à échelle 1/3. Nous essayons de reproduire en tout cas ce qui se passe sur la voie. L'ensemble de ces bancs d'essai est instrumenté de manière à mesurer des accélérations, des contraintes. On va pouvoir expliquer, on l'espère, l'influence de la vitesse sur le tassement. On essaye de trouver des modèles numériques qui sont calibrés sur des essais. Et les modèles numériques, une fois qu'ils sont calibrés sur des essais, seront capables de faire des prédictions conformes à ce qui se passe sur le terrain. L'apport de la modélisation peut permettre d'une part de manier, on dira, le ballast de manière plus simple et essayer d'analyser des choses qu'on ne pourrait pas faire expérimentalement au cœur du ballast en lui-même. Au milieu des grains, c'est très difficile de se balader ou de progresser ou d'analyser certaines choses. Vous voyez bien quel est l'essentiel de la difficulté, c'est que vous avez des contacts, comme on dit, unilatéraux, c'est un mot magique. Les grains peuvent entrer en contact, mais le contact peut cesser. Et quand il y a contact, ça frotte fortement même. Donc c'est ça l'originalité des méthodes de calcul qu'on développe ici. Avec les premiers essais, on se rend compte d'un phénomène qu'on avait un peu intuité, mais c'est que le milieu n'est pas continu, c'est-à-dire qu'il y a des cailloux, ceux qui sont en particulier situés dans la zone sous les traverses,
qui se prennent tous les efforts et puis qui les transmettent en partie à leurs voisins. Et on crée des espèces de chaînes de force qui font que quelquefois on bloque même des mouvements comme les clés de voûte dans les ouvrages, ce qui empêche éventuellement le ballast de se tasser. Quand les choses frottent et elles grincent, elles peuvent se coincer. Ça, c'est non régulier pour l'homme de la rue, c'est non régulier aussi pour les théoriciens. Eh bien, la méthode contact dynamique aborde la non-régularité de front. Il faut arriver à comprendre ce qui se passe, comprendre d'abord et un jour peut-être faire des logiciels métiers. Les résultats de la recherche, disons, sont des résultats qui d'ores et déjà nous permettent de dire que nous tenons le bon bout, je dirais, sur la modélisation. Et lorsque l'on a un bon modèle, que l'on peut effectivement le caler sur ce que l'on connaît, on sait qu'il est à ce moment-là, je dirais, particulièrement porteur de simulation, je dirais, sur ce que pourrait être à la fois des évolutions de techniques d'entretien, des évolutions, je dirais, donc de plages d'utilisation. Et je pense que dans les mois qui viennent, ou en tout cas dans les années qui viennent, nous pourrions faire effectivement des progrès déterminants sur ce sujet. La recherche de tracés d'une infrastructure nouvelle est en fait une succession d'études de plus en plus précises sur des plans à échelles diverses. Chaque étape du projet correspond à des approches du tracé bien définies, l'échelle des plans augmentant à chacune de ces étapes. Au stade des études préalables à petite échelle, ce tracé est défini globalement. Les impératifs économiques et humains conduisent à ne pas créer de pénétration nouvelle des villes importantes, mais à se raccorder sur les voies existantes. La ligne doit éviter au maximum les cours d'eau et les routes dont le franchissement augmente les coûts d'infrastructure. Le passage des reliefs trop accentués s'effectue par des trouées naturelles où l'on retrouve parfois le tracé des voies romaines. La possibilité technique actuelle de gravir des rampes de 35 mm par mètre permet à la ligne nouvelle d'épouser le profil des terrains moyennement accidentés, soit sur les versants des vallées, soit par franchissement des collines. Les études préliminaires définissent une zone de 1 km de large. Dans ces limites, le tracé peut varier selon les différentes contraintes relevées ensuite sur le terrain. Une reconnaissance du tracé s'impose. Elle apporte parfois des surprises dues à l'imprécision relative des cartes. La ligne passait au pied du château, sur l'aqueduc de la Vanne, au niveau du lac dont la surface a doublé. Et l'accès au plateau d'Hôte nous avait semblé très difficile du point de vue topographique dès le début des études. Et la recherche de tracés sur carte nous avait permis de trouver un projet qui limitait les difficultés. Malheureusement, tu es intervenu. Dans cette optique de tracé, nous passions dans une zone tourbeuse, fort compressible. C'est pourquoi nous avons recherché une autre variante qui passe à proximité de ce village. Et malheureusement, étant en remblai, nous passons maintenant sur une partie fort complexe au point de vue des blés et au point de vue topographique. Oui, en fait, il y a maintenant un remblai important et surtout un très gros déblai. Et c'est un exemple typique d'une contrainte géologique débouchant sur une contrainte topographique certaine. Après l'abandon du passage par Tizy, une nouvelle solution a été recherchée qui modifie l'ancienne sur 60 km
Et la longe d'environ 1,5 km, sans éviter la descente du Tonnerrois. Mais tu vois, les conditions géologiques ici sont bien meilleures. Les venues d'eau et les glissements moins importants, ce qui doit assurer une meilleure stabilité à l'ensemble. Les études d'avant-projet permettent d'affiner la solution retenue et de délimiter définitivement le tracé. Des cartes très précises sont établies par l'intermédiaire de photographies aériennes. À cette échelle sont résolus les problèmes de sites et de monuments historiques. Des photographies aériennes à l'infrarouge révèlent les anomalies éventuelles du sous-sol, telles que sites archéologiques ou accidents géologiques jusqu'à 3 mètres de profondeur. Une auscultation géophysique du terrain est mise en route par des levées électriques et sismiques. Des sondages profonds déterminent les caractéristiques exactes des terrains sous-jacents. Oh là, ça fait... Hein? C'est du granit, là, oui. Des terrains granitiques, certainement. Tout ça, c'est des trucs d'alluvions. Oui, oui, c'est des alluvions. Comme c'est un massif granitique au-dessus, c'est... Par un souci constant d'éviter les nuisances et de respecter les sites pittoresques, le projet d'exécution fait appel à des études d'environnement. Elle s'appuie sur des dessins et des maquettes afin d'adapter l'esthétique des ouvrages d'art aux paysages traversés. Un fichier domanial est constitué permettant de saisir individuellement chacune des personnes à indemniser. Mais les acquisitions domaniales ne peuvent être pleinement efficaces que si des contacts directs sont pris sur le terrain. Mon exploitation qui s'étend là sur toute la surface que vous voyez, j'exploite actuellement 55 hectares. Alors je sais que les gars qui avaient fait le tracé, enfin qui étaient venus prendre des photos là pour commencer, avaient dit qu'ils étaient obligés de faire une grande courbe. Alors d'après le tracé que vous me faites connaître, en gros, je pense que ça peut m'en enlever une trentaine d'hectares. Tant que ça, vous croyez? Ah oui, 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 oui. Toujours sur 25, je vous dis, ça peut varier entre 25 et 30 hectares. Il faudra prévoir un remembrement, ce qui sera assez difficile là dans le coin, vu les accidents du terrain. Naturellement, Au cours de multiples réunions effectuées dans les mairies des communes concernées, la SNCF s'efforce de régler les nombreux problèmes humains liés aux impératifs techniques. Alors on passe, si vous voulez, dans cette zone, on passe en tranchée, à une profondeur déjà non négligeable, 14 mètres, donc on est déjà relativement enfoncé. Là, ici, c'est le carrefour près de M. Rabian. C'est ça, c'est la maison de M. Rabian. M. Rabian, c'est situé ici. Je suis son neveu, justement. Le tracé de la voie nouvelle peut désormais se concrétiser sur le terrain par un piquetage dans l'axe. Avec l'ère des grandes vitesses qui entraîne une véritable mutation des liaisons intervilles, une nouvelle étape dans la grande aventure des transports ferroviaires est amorcée. De caractère international, fait pour tous, au service de tous, l'Europolitain est né.